OK. Je vous parlais tantôt que c'était un peu embarrassant qu'on avait 61 particules fondamentales connues. En fait, quand je dis particules, on se comprend. C'est des champs qui agissent comme des particules, qui sont aussi des ondes. Et elles sont là. On peut appeler ça un zoo carrément, là. Vous avez des choses que vous reconnaissez peut-être. Donc, on a un électron. Alors, chaque particule qui existe a un jumeau que j'ai mis en plus foncé, mais c'est l'antiparticule. Donc, l'antiparticule a les mêmes propriétés avec certaines propriétés, les mêmes propriétés de base, avec certaines propriétés inversées, comme les antiparticules en particulier ont une charge qui est l'inverse. Un électron, vous savez, c'est une charge négative. Donc, l'antiélectron, qu'on appelle aussi des fois le positron, a une charge positive. Ne cherchez pas les protons là-dessus, vous ne les trouverez pas parce que les protons sont faits de quarks up et down. Ça prend 3 quarks pour faire un proton. Vous avez aussi plein de choses qui sont inutiles. Honnêtement, là, on ne sait pas pourquoi ça existe. Qui a commandé ça, là? Différentes sortes de quarks, les quarks charm, strange, top et bottom. La raison que je dis que ça ne sert à rien, c'est que ça ne dure pas. C'est tellement instable que ça se désintègre en 10 à la moins 15, moins 20 secondes. Mais comment on sait que ça existe? Bon, on les détecte pendant leur brève existence dans les accélérateurs de particules. Quand on fait des collisions, l'énergie de la collision est capable de créer des particules par E égale mc carré. Alors, on sait que ça existe, mais honnêtement, ce n'était pas nécessaire. On a des neutrinos qu'on sait aussi qu'ils existent, mais ils sont très, très durs à détecter, quoique on a le meilleur détecteur de neutrinos au monde à Sudbury. On a gagné un prix Nobel récemment pour ça. Et il y a le photon. Le photon, les particules de lumière. Donc, le champ électromagnétique, quand il se concentre à un endroit, on appelle ça une particule de lumière qu'on appelle le photon. Le boson de Higgs, qui a été découvert récemment, qui a fait les manchettes parce que il avait été prévu il y a 50 ans, parce qu'on pensait que la logique du système, il semblait manquer quelque chose. On l'a prévu puis on l'a découvert, fait que tout va bien. Et il y a des gluons, 8 sortes de gluons. Ah oui, des quarks viennent en 3 sortes. Chacun, c'est 3 couleurs. Les gluons ont comme 8 couleurs. Et les gluons, qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez, les gluons, c'est des particules qui sont émises entre les quarks dans le proton. Pour, par exemple, si on a un quark, les quarks comme ça changent constamment de couleur. Ils s'échangent leur couleur en s'envoyant des gluons et ça les tient ensemble en même temps. Comment on sait ça? C'est pas facile. En bombardant des protons avec des particules, des électrons par exemple, en regardant que ça rebondit comme s'il y avait comme 3 centres un petit peu concentrés, plus toutes sortes de déductions indirectes. Et juste comprendre un proton, là, ça va être un thème qui est récurrent dans la conférence. On vous donne les bases, puis ensuite, pour comprendre comment ça se met ensemble, c'est toujours plus compliqué qu'on pense. Vous allez dire, OK, j'ai déjà vu ça, peut-être qu'il y en a plein qui disaient, ah oui, je le sais qu'un proton, c'est fait de 3 quarks. Mais en réalité, les quarks, si on regarde la masse de chacun des quarks ensemble, ça donne à peu près 1 % de la masse du proton. Il y a 99 % de la masse du proton qui ne s'explique pas par ça. Elle s'explique par le fait que les quarks se lancent des gluons entre eux. Les gluons eux-mêmes ont de la couleur. Donc, ils peuvent eux-mêmes réémettre d'autres gluons. Ça fait une sorte de réaction en chaîne, ce qui fait qu'un vrai proton, là, ça pourrait être ça, finalement. Vous allez dire, bien là, il y a des antiquarks, des quarks, mais si on commençait à barrer, tout se simplifierait, puis il resterait un up, puis 2 down. Alors, c'est beaucoup plus complexe. Et d'ailleurs, est-ce que c'est complètement compris? Non. C'est pas complètement compris. C'est même juste un proton. Juste expliquer un proton par rapport aux lois de base de la physique, c'est déjà un défi. Alors, ça augure bien pour la suite de la conférence. Je vous disais que c'est des champs, hein, les particules. En plus, là moi, j'ai essayé des petits ronds comme ça, mais c'est comme une simplification. En réalité, ça, c'est une simulation d'un champ. En passant, c'est encore plus bizarre que la physique qu'on pense. L'espace lui-même, constamment, il apparaît puis il disparaît des particules. Il apparaît des particules, des antiparticules qui reviennent, qui redisparaissent. Ça fait une sorte de mousse comme ça, une mousse quantique, quantum foam, dans l'espace. Et tout ça, ces 61 particules ensemble, on appelle ça le modèle standard. Et le modèle standard, donc, il y a des particules de matière, les électrons, les quarks qui forment les protons, et il y a aussi des particules qui servent à expliquer l'interaction. En fait, tout est particules. Et encore une fois, chaque fois que je dis particules, vous voyez ça entre guillemets, tout est champ quantique, et la matière est un champ quantique, les interactions sont des champs quantiques. Les gluons sont des champs quantiques, les quarks sont des champs quantiques. Et par exemple, l'électromagnétisme, comment ça se fait que l'électron est attiré par un proton? C'est un échange de photons.
En échange, c'est par l'entremise du champ électromagnétique, mais quand il y a une concentration d'énergie dans un champ électromagnétique, on appelle ça un photon. On appelle ça des photons virtuels parce qu'ils ne durent pas longtemps, mais ils sont responsables, ils ne sont pas détectables directement, mais ils sont responsables, on est pas mal sûr, de l'interaction électromagnétique. Même chose, l'interaction forte qui tient les protons ensemble, et en même temps qui tient les protons avec les neutrons. Parce que les protons et les neutrons, il y a un effet secondaire de la force qui tient les protons et les neutrons ensemble. Ils interagissent entre eux. On appelle ça une force résiduelle. Et ça explique l'interaction forte. Et l'interaction faible, ça change la saveur. La saveur, c'est les sortes de quarks. Up, down, charm, strange. Les particules qui sont ce qu'on appelle les bosons W et Z, quand ils s'échangent entre un quark up et un quark down, ils peuvent changer la sorte de quark. Ces interactions-là existent et globalement, on appelle ça le modèle standard. Et si on veut, si on veut répondre à la question actuellement, dans nos connaissances actuelles, c'est quoi le niveau fondamental, le plus fondamental de la physique? Bon, on pourrait répondre, ben c'est le modèle standard. Parce que peut-être que, évidemment, c'est un peu embarrassant d'avoir 61 particules fondamentales. Peut-être qu'un jour, on va pouvoir découvrir un niveau sous-jacent. Mais pour l'instant, c'est là qu'on est. Je vous disais tantôt que c'est un échange de particules, encore une fois de champs particules, qui explique les interactions. Par exemple, pourquoi deux électrons se repoussent? Feynman est célèbre pour avoir représenté les interactions sous la forme de diagrammes. Il ne faut pas prendre ça de manière réaliste. Ce n'est pas des particules qui se déplacent en ligne droite en fonction du temps. C'est quelque chose de symbolique qui représente une interaction beaucoup plus flou parce que c'est au niveau des champs. Mais l'idée, par exemple, deux électrons s'échangent un photon puis se repoussent. Le temps s'en va par là. Un proton puis un neutron s'attirent. Ici, on dirait qu'ils se repoussent, mais c'est parce qu'il ne faut pas prendre ça non plus de manière littérale. Mais ils s'échangent. On appelle ça un pion. Le pion, c'est deux quarks reliés ensemble qui s'échangent et qui font en sorte que ce phénomène-là peut arriver. Mais tout ça est médié par des gluons en bout de ligne. Et ici, l'interaction faible qui transforme un proton. Si un proton et un électron rentrent ensemble, si on rentre un électron de force dans un proton, les charges vont s'annuler, ça va faire un neutron, puis ça va émettre un neutrino. Je vous disais que c'est embarrassant, 61 particules. Bien, si on veut, la chimie aussi a été embarrassante à une certaine époque. Bien, embarrassante dans le sens, on avait un tableau périodique avec une centaine de sortes d'atomes. Mendeleïev, au 19e siècle, les avait mis en tableau par propriété, avait vu qu'il y avait des règles. Et puis ensuite, on a découvert, bien, vous le savez, que tout ça est fait, toutes ces régularités s'expliquent parce que finalement, il n'y a pas une centaine de sortes de particules fondamentales en chimie. Bien, si on prend l'atome comme étant le fondement de la chimie, mais au niveau sous-jacent, les atomes sont faits de protons, neutrons et électrons. Donc, trois particules, ou si on veut, protons et neutrons sont faits de quarks, mais ça fait deux sortes de quarks, up et down. Trois particules peuvent expliquer toute la chimie. Est-ce qu'un jour, on va trouver quelque chose de similaire pour le modèle standard? Le problème, c'est que dans le tableau périodique, quand on mettait les atomes en ordre croissant de masse, ça faisait vraiment des périodes puis des relations qui étaient assez évidentes. Dans le cas du modèle standard, honnêtement, là, il y a du monde qui appelle ça une sorte de ramassis. Des fois, on dit un patchwork en anglais, une courte pointe. En tout cas, c'est comme si on a pris tout ce qu'on connaît puis on l'a mis ensemble dans une seule et grosse équation. Mais cette équation, c'est ça plus ça plus ça. Fait que finalement, c'est un peu poche. C'est comme dire, j'ai une théorie unifiée des fruits. Ma théorie unifiée des fruits, c'est banane plus pomme plus cantaloupe. Ouais, OK. C'est des fruits. Mais il n'y a pas, pour l'instant, ce n'est pas satisfaisant. Et on ne sait pas trop, ça fait 50 ans qu'on piétine là-dessus. Là. En 1974, on a fait des progrès dans le modèle standard. Mais depuis, on a découvert le boson de Higgs, on a découvert le quark top, mais on les avait déjà prévus. Fait que, on ne sait pas trop. Est-ce que si on venait dans 10, 20, 100 ans, est-ce qu'on aurait quelque chose de plus simple que... Parce que là, il y a 17 particules, mais chacune ont différentes saveurs puis couleurs, fait que ça fait 61. On ne sait pas. Mais c'est ça, un début de la conférence, je voulais parler de qu'est-ce qui est le plus fondamental en physique. Bien, c'est ça pour l'instant qui est le plus fondamental en physique. Bon. Maintenant, je vous ai dit, le premier problème du modèle standard, c'est que c'est juste un ramassis d'affaires. Et il y a un autre problème qui est encore plus grave. Tantôt, je vous parlais des interactions, mais peut-être que vous avez remarqué que la gravité n'était pas là. Ce n'était pas une erreur. C'est que la gravité, on ne sait pas quoi faire avec. Enfin, on sait qu'elle est là, mais on n'est pas capable. La raison que le modèle standard, on appelle ça un modèle un peu, un seul modèle, c'est que toutes les affaires dans le modèle standard sont des champs quantiques. Donc, un champ qui remplit tout l'espace.
et qui peut, quand l'énergie se concentre, faire des motons là, ou des paquets qu'on appelle des particules. La gravité, on n'est pas capable de faire ça. On ne sait pas comment le faire. À cause de la façon que la gravité fonctionne, la gravité est reliée à la masse-énergie, mais si la gravité était un échange de particules, ces particules-là auraient aussi une masse-énergie, ça ferait une réaction en chaîne qui ferait exploser la théorie, puis on n'est pas capable de la construire. Enfin, on ne sait pas. Un jour, on espère être capable de faire ça, de prendre la gravité puis d'en faire un champ quantique. À ce moment-là, il y aurait une particule qu'on appellerait le graviton, qui serait responsable de la gravité. Mais pour l'instant, on ne sait pas juste comment faire. Fait que, il y a plein du monde qui a entendu parler du graviton. Les gravitons, pour l'instant, c'est complètement hypothétique. Ça existe peut-être, mais notre théorie, on n'est pas capable. On sait pas, on n'est pas capable de faire des diagrammes de Feynman pour expliquer la gravité. Donc, la gravité reste à part. Puis la gravité étant reliée à l'espace-temps, puis à la courbure de l'espace-temps, si on veut, là, si vous me demandez, c'est quoi le niveau fondamental de la physique à l'heure actuelle, c'est modèle standard plus relativité générale. Il y en a peut-être qui disent, mais je pensais que c'était mécanique quantique puis relativité générale, la base de la physique. Oui, mais mécanique quantique, c'est comme une sorte de mot, de grand principe général qui se manifeste dans notre univers, les détails de comment ça marche chez le modèle standard. Mais le modèle standard inclut la mécanique quantique parce que c'est des champs quantiques. Donc, toutes les règles de mécanique quantique sont dans le modèle standard. C'est sûr qu'un jour, si on est capable de transformer la relativité générale en gravité quantique, on pourrait arriver à une sorte de supermodèle qu'on appelle des fois théorie du tout. Mais pourquoi pas l'appeler supermodèle? Parce que théorie du tout, ça fait pompeux. Ça fait qu'on aurait vraiment fini, puis on aurait notre théorie ultime. Mais honnêtement, si on quantifiait la gravité demain matin, puis on la rajoutait au modèle standard, on aurait quand même, comme le modèle des fruits tantôt, là, on aurait quand même un ramassis qui ne fit pas ensemble, puis qu'on ne sait pas trop s'il est encore unifié plus profondément. Fait qu'on aurait quand même ce que j'appelle un supermodèle. Est-ce que finalement, est-ce que c'est ça l'univers? Est-ce que c'est finalement ça la logique de l'univers? Vous avez un supermodèle qu'on a presque, on n'a pas encore fini, mais on y arrive bientôt, on espère. Ce supermodèle-là explique les particules puis les champs élémentaires. Évidemment, les particules et les champs élémentaires mis ensemble, ça crée les atomes qui sont la base de la chimie. Les atomes et les molécules, parce que les molécules, les liens entre les molécules, ce n'est pas des nouvelles forces, c'est la force électromagnétique qui unit les protons et les électrons, plus des principes de mécanique quantique, dont le principe d'exclusion de Pauli, mais finalement, c'est quand même, le modèle standard est supposé, je dis bien supposé, je vais vous parler tantôt qu'en réalité, c'est vraiment très, très compliqué, mais supposé expliquer les atomes et les molécules. Les objets, là, la chaise, aimez de vous-même, l'air dans la pièce, c'est tout fait de molécules. Donc, les objets solides, les fluides, sont expliqués par la chimie. Certains de ces objets-là sont des organismes qui sont assez complexes pour faire des choses intéressantes, comme écouter une conférence. Ces organismes contiennent des cerveaux, qui sont la partie la plus complexe de l'organisme. Et dans les cerveaux se passe quelque chose de fascinant qu'on appelle les pensées. Vous avez des pensées, vous êtes capable de réfléchir. Ce qu'on appelle aussi la conscience. Consciousness en anglais, là, conscience, en français on manque de mots. Conscience, c'est pas genre avoir bonne conscience. La conscience, c'est juste le fait de, on pourrait dire awareness en anglais, là, le fait juste d'être conscient qu'on existe. Et voilà, c'est la fin de la conférence, c'est la physique et rien d'autre. Voici, on a tout expliqué par la physique. Ah oui, en passant, il y a du monde qui prétendent être chimistes, biologistes, psychologues, mais c'est parce que finalement, ils ne veulent pas se rendre à l'évidence. La chimie, c'est juste de la physique moléculaire. On devrait appeler ça physique moléculaire. La biologie, c'est physique de la vie. Hein? On devrait appeler ça physique de la vie. Puis psychologie, c'est la physique de la pensée. Hein? Achetez-vous ça? La physique et rien d'autre? Bien évidemment, ce n'est pas la fin de la conférence.